Rangez vos vieilles cartes postales et vos idées poussiéreuses, la Corée du Nord d'aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir avec l'image d'un État famélique, coupé du monde, qui envoie de temps à autre un missile brinque-ballant pour faire parler de lui. Ce portrait simpliste a volé en éclats. Depuis une décennie, un phénomène discret mais radical se déroule sous nos yeux distraits. Une métamorphose technologique insoupçonnée que nombre d'experts occidentaux considéraient encore récemment comme hors de portée. Et pourtant, malgré les embargos, en dépit d'un isolement économique total, Pyongyang s'est frayé un chemin jusqu'au panthéon des puissances nucléaires majeures. Un paradoxe industriel s'impose alors. Comment un pays exsangue sur le plan économique peut-il rivaliser en matière d'innovation militaire avec les géants mondiaux? La réponse n'est ni anodine ni accessoire. Elle est le fruit d'une stratégie quasi monomaniaque, façonnée avec l'obsession d'un objectif. Rangez vos vieilles cartes postales et vos idées poussiéreuses, la Corée du Nord d'aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir avec l'image d'un État famélique, coupé du monde, qui envoie de temps à autre un missile brinque-ballant pour faire parler de lui. Ce portrait simpliste a volé en éclats. Depuis une décennie, un phénomène discret mais radical se déroule sous nos yeux distraits. Une métamorphose technologique insoupçonnée que nombre d'experts occidentaux considéraient encore récemment comme hors de portée. Et pourtant, malgré les embargos, en dépit d'un isolement économique total, Pyongyang s'est frayé un chemin jusqu'au panthéon des puissances nucléaires majeures. Un paradoxe industriel s'impose alors. Comment un pays exsangue sur le plan économique peut-il rivaliser en matière d'innovation militaire avec les géants mondiaux? La réponse n'est ni anodine ni accessoire. Elle est le fruit d'une stratégie quasi monomaniaque, façonnée avec l'obsession d'un objectif unique. Édifier un rempart nucléaire si impénétrable, si polymorphe, qu'il ôte toute velléité d'attaque préventive. Une telle barrière ne laisse plus de place au doute. Ni Séoul, ni Tokyo, ni même Washington n'ont désormais le luxe de tenter l'aventure de la première frappe. Cette doctrine a trouvé son incarnation le 11 octobre 2025. Ce jour-là, lors des 80 ans du parti, le monde n'a pas vu des prototypes en carton-pâte, mais l'aboutissement d'une industrie de guerre mature. La vedette, le Hongwang. Imaginez un monstre de 80 tonnes, propulsé par carburant solide, monté sur un lanceur mobile à 11 essieux. Ce n'est pas une simple copie, c'est un équivalent direct du Yars russe. Sa force réside dans sa mobilité. Il est difficile à traquer, donc difficile à détruire. Plus inquiétant encore, il est conçu pour emporter des MIRV, des têtes nucléaires multiples et indépendantes. Si sa portée théorique de 15 000 km se confirme, Pyongyang tient désormais le territoire américain tout entier sous sa menace. Mais le Hongwang n'est que la pointe de l'iceberg. Il y a le Hong-18, opérationnel depuis 2023. À carburant solide, lui aussi, il offre une réactivité de tir immédiate avec ses 12 000 km de portée. Il y a le Hong-17, ce géant à carburant liquide qui avait sidéré les analystes en 2020. Certes plus lent à déployer, il reste une plateforme de frappe massive inspirée des architectures soviétiques, mais totalement réinventée par les ingénieurs nord-coréens. Le constat est sans appel. Nous ne sommes plus face à une ambition théorique. Les images satellites confirment l'existence d'au moins une douzaine de ces lanceurs Intercontinental Ballistic Missile mobiles. Une douzaine de missiles capables d'atteindre les États-Unis ou l'Europe, ce n'est plus une force symbolique, c'est une force stratégique. Et, comme nous allons le voir, ce bouclier intercontinental n'est que la première couche d'un arsenal bien plus complexe. Ce premier bouclier intercontinental ne constitue qu'une partie de l'architecture stratégique nord-coréenne. Le deuxième pilier est sans doute encore plus déstabilisant pour les états-majors adverses, car il repose sur une technologie conçue spécifiquement pour rendre les systèmes de défense obsolètes, les véhicules hypersoniques à glissement manœuvrant. Il faut bien comprendre ce qui change la donne ici. Un véhicule hypersonique ne se contente pas d'être rapide. Il combine une vitesse extrême à une capacité cruciale, celle de modifier sa trajectoire en plein vol. Contrairement à une ogive balistique classique, dont la courbe est prévisible par un radar, le planeur hypersonique manœuvre. Il brouille les algorithmes d'interception et réduit le temps de réaction de l'adversaire à néant. Le 2 avril 2024, la Corée du Nord a franchi ce seuil technologique avec le lancement du Hong-16B.
Oubliez les tirs de démonstration politique. Il s'agissait d'un test fonctionnel majeur. Le système utilise un propulseur à carburant solide pour lancer une ogive planante hypersonique à environ 5000 km. La géographie est ici impitoyable. Avec une telle allonge, Pyongyang ne menace pas seulement ses voisins immédiats. Le régime peut atteindre n'importe quelle cible en Asie du Sud-Est et frapper les bases stratégiques américaines dans le Pacifique, notamment l'île de Guam, véritable hub logistique de l'United States Air Force. Ensuite, Pyongyang a complexifié la menace avec le Hwang-11ME. C'est un lanceur mobile équipé de 2 missiles capables de projeter 2 véhicules hypersoniques à glissement sur une distance de 1000 km. L'implication tactique est immense. Si la Corée du Nord a effectivement résolu, comme elle le prétend, la complexité du guidage terminal, ce système devient une menace directe pour les groupes aéronavals américains. La doctrine de survie d'un porte-avions repose sur la distance. Rester hors de portée pour opérer en sécurité. Une arme hypersonique manœuvrante de 1000 km vient briser cet espace de sécurité et oblige la flotte américaine à opérer beaucoup plus loin des côtes. Enfin, cette diversification passe par le recyclage intelligent des technologies existantes, illustré par le Paegong-2. Conçu à l'origine comme un missile balistique mer-sol pour sous-marins, il a été terrestrialisé, adapté pour être tiré depuis des véhicules au sol. C'est un missile à carburant solide d'une portée de 500 km, dont la modularité laisse supposer une capacité d'emport nucléaire. Il démontre la capacité de Pyongyang à rentabiliser sa recherche et développement. Une innovation navale devient rapidement une capacité terrestre. À travers ce deuxième pilier, l'intention de Pyongyang est limpide. Le régime ne cherche plus seulement la portée brute, il cherche la manœuvrabilité, la saturation et l'imprévisibilité. L'objectif est de créer une équation stratégique insoluble pour les systèmes antimissiles du Japon, de la Corée du Sud et des États-Unis. La dissuasion nord-coréenne ne repose plus uniquement sur des missiles terrestres. L'un des aspects les plus sous-estimés et longtemps mal évalués par les observateurs se trouve désormais sous la surface. C'est ici que la stratégie de Pyongyang devient véritablement complexe à contrer. En 2023, la Corée du Nord a levé le voile sur le héros Kim Gun-hok. Il ne s'agit pas d'un simple submersible de reconnaissance, mais de son premier véritable sous-marin lanceur d'engins tactiques. Son architecture modifiée intègre des silos verticaux massifs conçus pour accueillir les missiles Pukong-5. Avec une portée estimée à 3000 km, ces missiles mer-sol changent la géométrie du conflit. Dès la mise en service de ce système, les bases américaines au Japon et sur l'île de Guam ne sont plus seulement menacées par des tirs venant du continent, mais par des positions de tir immergées, mobiles et inconnues. Ce basculement est majeur. En déployant une arme nucléaire depuis un sous-marin, le régime acquiert ce qu'il convoitait depuis des décennies, une capacité de seconde frappe. C'est le signal de la dissuasion nucléaire. Un sous-marin peut se cacher dans les profondeurs, se déplacer en silence et échapper aux satellites de surveillance comme aux frappes préventives initiales. Si le territoire nord-coréen est détruit, le sous-marin survit pour riposter. Cela complique considérablement la planification militaire adverse. Jusqu'ici, cette capacité était l'apanage d'un cercle très restreint comprenant les États-Unis, la Russie, la Chine ou encore l'Inde. La Corée du Nord force aujourd'hui les portes de ce club exclusif. Cette évolution démontre une maturité stratégique. Pyongyang a compris que, pour dissuader, il ne suffit pas d'attaquer. Il faut garantir sa survie. Avec une base terrestre mobile difficile à traquer et un socle sous-marin en pleine expansion, le pays se dote d'outils qui rendent toute tentative d'attaque préventive non seulement difficile, mais suicidaire. Le dernier pilier du dispositif nord-coréen se joue à courte portée et contrairement à une idée reçue, ces systèmes ne sont pas secondaires. Ils constituent l'outil de frappe le plus immédiat, celui qui façonnerait les premières heures, voire les premières minutes d'un conflit sur la péninsule. L'exemple le plus frappant est le KN-25. Visuellement, il ressemble à s'y méprendre à un lance-roquettes multiple standard. En réalité, il tire de missiles guidés dotés de systèmes de correction de trajectoire individuels.
La doctrine d'emploi a été clarifiée le 23 avril 2024. Ce jour-là, lors d'un exercice simulant explicitement une contre-attaque nucléaire, Pyongyang a confirmé que ses projectiles peuvent emporter une charge atomique. Avec une portée de 400 km, ce système devient un outil de champ de bataille redoutable. Il est capable de saturer les défenses sud-coréennes par le volume de feu, tout en délivrant des frappes nucléaires tactiques. Vient ensuite le Hwang-11, que les analystes en ligne surnomment déjà l'Iskander nord-coréen, tant sa ressemblance avec le missile russe 9 M723 est flagrante. C'est un caméléon stratégique mobile. Il peut être lancé depuis la terre, depuis un train ou même depuis la mer. Il atteint une portée d'environ 600 km et est conçu pour emporter une charge nucléaire compacte. À lui seul, ce système offre à la Corée du Nord la possibilité de frapper n'importe quelle cible en Corée du Sud avec une précision chirurgicale. Pour compléter ce dispositif, il faut ajouter les KN-24 et KN-11D. Ce sont des réponses directes à l'Army Tactical Missile System américain. Pyongyang s'en est inspiré, mais les a adaptés à ses propres besoins. Plus de portée, plus de précision et surtout davantage de munitions par lanceur. Le rôle tactique est clair. Permettre des frappes simultanées sur de multiples objectifs pour submerger les systèmes antiaériens adverses. Pris ensemble, ces systèmes composent un arsenal tactique cohérent pensé autour de 3 principes: disperser, saturer et frapper vite. Surtout, ils matérialisent une réalité nouvelle et terrifiante. Désormais, même les armes positionnées au plus près de la ligne de front ne sont plus seulement conventionnelles, elles sont potentiellement nucléaires. Face à cet éventail technologique, intercontinental, hypersonique, sous-marin et tactique, une conclusion s'impose. Faisons une hypothèse prudente. Même si la Corée du Nord ne maîtrisait réellement que la moitié des technologies qu'elle présente, son arsenal resterait immense. Ce simple constat suffit à comprendre pourquoi on ne peut plus balayer ces annonces comme de la simple propagande interne. La masse critique est atteinte. D'ailleurs, il existe un baromètre infaillible pour juger de la crédibilité de ces armes: la réaction des voisins. Si ces systèmes étaient fictifs ou simplement gonflés pour les caméras, l'attitude de Séoul et de Tokyo serait bien différente. Or, la réalité est tout autre. À chaque fois que Pyongyang active un lanceur ou notifie un test, la Corée du Sud et le Japon déclenchent immédiatement leur protocole d'alerte maximale. Il faut peser le poids de cette décision. Aucun État moderne ne mobilise son système d'alerte national et n'inquiète sa population pour des armes imaginaires. Là où la communauté internationale s'attendait à voir le régime stagner, étouffé par son isolement, Pyongyang a suivi une trajectoire inverse. Ce n'est pas une évolution chaotique, c'est une progression unidirectionnelle, méthodique, discrète et totalement focalisée sur un but unique: développer une force de frappe suffisamment large et diversifiée pour rendre toute attaque contre le pays non plus seulement imprudente, mais assurément catastrophique. La vérité est inconfortable, mais il faut la dire. La Corée du Nord n'est plus ce voisin imprévisible et brouillon que l'on rangeait dans la catégorie des puissances régionales nuisibles. Elle a changé de catégorie. Elle est devenue un État avancé en matière d'ingénierie balistique. Elle est désormais capable d'aligner le spectre complet d'une armée moderne: longue, moyenne et courte portée, propulsion liquide et solide, planeur hypersonique et vecteur sous-marin. Cet arsenal ne ressemble plus à du bricolage. Il ressemble de plus en plus, dans sa structure, à celui de puissances économiques infiniment plus riches. Pendant des années, le reste du monde a, d'une certaine manière, refusé de voir cette mutation. On a préféré maintenir l'image rassurante d'un État étouffé par les sanctions, isolé, incapable de progresser autrement que par la provocation verbale. Mais cette caricature a fini par agir comme un écran de fumée. Elle a masqué la réalité du terrain. Pendant que le monde regardait ailleurs, Pyongyang travaillait. Le régime a engrangé des avancées, perfectionné ses alliages, miniaturisé ses charges, jusqu'à bâtir une force de frappe que l'on ne peut plus qualifier de primitive. Aujourd'hui, le monde commence seulement à mesurer l'ampleur du fossé qui s'est creusé. Nous ne parlons pas de vieux missiles soviétiques repeints, mais de systèmes modernes, mobiles, diversifiés et pour certains déjà déployés en unités opérationnelles.
C'est le résultat d'une puissance qui a évolué avec un but unique, mais qui l'a fait avec une constance et une méthode que nous avons sous-estimées. En définitive, ce qui apparaît désormais avec clarté, c'est que la Corée du Nord a réussi un véritable tour de force, transformer radicalement sa réalité stratégique tout en restant sous le radar des discours dominants. Elle n'est plus cet État marginal défini par des clichés de dictature isolée. C'est aujourd'hui une puissance établie, dotée d'un arsenal nucléaire et balistique complet, capable de frapper à toutes les distances et de maîtriser des technologies que l'on pensait à tort hors de sa portée. L'erreur